il n'écrit que des nouvelles. Il a écrit 2 recueils de son vivant. Il a composé 2 recueils de son vivant, Cavalerie Rouge et Les Récits d'Odessa, qui est constitué de 4 récits. Et sinon, il a écrit beaucoup de récits qui ont été éparpillés dans des revues, dans des recueils, mais en vrac. Et donc, il a composé que 2 recueils de son vivant. Et les autres récits qu'il a publiés, il les publiait en disant ils vont faire partie de tel recueil. Et il avait l'intention de les faire, mais comme vous savez, il a été arrêté donc, en 1939 et exécuté. Donc, il n'a pas eu le temps de faire les recueils, de composer les recueils qu'il voulait faire. Et c'est le premier recueil, surtout Cavalerie Rouge, donc son premier recueil qui a fait sa gloire, a été très vite traduit en français. Il a été vraiment en 25, enfin il a été traduit très vite. Et il se trouve que, surtout Cavalerie Rouge, mais un certain nombre d'autres récits qui sont parus en français aussi très éparpillés chez divers éditeurs au fil des années, chez Gallimard, chez Actes Sud, à l'Âge d'Homme, traduits par divers traducteurs. Et entre autres, Cavalerie Rouge, je crois qu'il y a eu, pendant ma traduction, il y a eu au moins 5 traductions. Donc il y avait. C'était très hétéroclite. Et je vous raconte comment j'ai fait sa connaissance. C'est-à-dire, je l'avais lu déjà de la jeunesse en traduction. Il m'avait énormément plu. Mais bon, c'était. Et il y a à peu près, je sais pas, 12-13 ans, quoi, un peu avant, ça devait être en 2008. Je reçois un coup de téléphone de Gallimard, pour lequel j'ai fait d'autres traductions, qui me dit voilà, la collection Quarto voudrait faire une nouvelle édition de Babel, et il se demande si ça vaudrait pas la peine de le retraduire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc on a demandé à un traducteur de faire une nouvelle traduction de quelques récits de Cavalerie Rouge, et du coup la personne qui s'occupe se retrouve devant 5 traductions. Elle n'arrive pas à comprendre laquelle est la plus proche du texte russe. Est-ce que vous ne voulez pas regarder et puis donner votre avis? Je prends les 5 traductions, je compare, je regarde de très près, il y avait 3 ou 4 récits, je regarde de très près. Ensuite, je passe une après-midi à discuter avec les gens de Quarto, en leur expliquant, comme toujours dans les traductions, il y a des choses qui sont meilleures dans les unes, moins bonnes, meilleures dans les autres. Donc, on parle d'un de l'esprit de chacune des traductions. En plus, la personne avec qui je parlais était lui-même un traducteur d'anglais. Donc on parlait entre collègues, donc on se comprenait. Et puis, voilà, donc quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil me disant bon, bah, de toute façon, c'est à l'eau, Gallimard ne veut pas faire retraduire, il ne veut pas faire ce Quarto sur Babel, donc ça tombe à l'eau. Et puis moi, j'avais un mois de battement entre 2 traductions, et en me plongeant dans ces récits, j'avais ma traduction qui était apparue. Parce que j'avais trouvé ça tellement beau, du point de vue style, que j'avais pas pu m'empêcher. Donc j'avais les 5 traductions et j'ai fait ma propre traduction, tout en sachant que, comme ça, vraiment pour le plaisir, parce que je savais que chez Quarto ça marchait pas, et de toute façon ça aurait marché, ça aurait pas été moi, puisque il y avait un de mes collègues, déontologiquement c'était pas possible. Donc, mais je l'ai envoyé quand même à la personne que j'avais vue chez Quarto, parce que j'avais travaillé dessus pendant un mois, et donc j'avais envie que quelqu'un le voie. Et puis bon, le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis brusquement, je reçois une lettre par la poste de la personne avec laquelle j'avais été en rapport chez Quarto, Antoine Jacotet, qui me dit, ben voilà, je suis partie de chez Gallimard, j'ai fondé ma propre maison d'édition, et en fait, votre traduction ne me plaît plus, j'ai envie de refaire tout Babel. Et si vous voulez, et en fait, il m'a fait confiance, il m'a confié, il m'a dit, vous retraduisez tout, on va tout faire, c'est un tel styliste. Et lui-même l'appréciait plus en anglais qu'en français. Il trouvait que les traductions qu'il avait lues en anglais lui parlaient davantage que celles qu'il avait lues en français. Donc, et il m'a confié la retraduction de toute son œuvre, connue. Et c'est quand même vraiment un signe de confiance. Je lui suis très reconnaissante parce que c'est une des plus belles traductions que j'ai eu à faire dans ma vie, les plus dures, mais les plus... Justement, ce qui est intéressant quand vous êtes traducteur, c'est quand c'est difficile, parce que traduire quelqu'un, Babel, pour écrire un petit récit de 5 pages, il mettait 6 mois, il écrivait 100 pages, ensuite il réduisait, il passait des heures sur chaque phrase. Donc quand vous traduisez, vous passez des heures sur chaque phrase, et savoir que l'écrivain lui-même a énormément travaillé sa phrase, c'est un plaisir plus grand. Vous savez que s'il a mis ce mot-là à cette place-là et s'il s'est pris de cette manière-là, il ne l'a pas fait comme ça en passant, comme peuvent le faire certains écrivains.
pour lesquels, la même chose, vous vous creusez la tête, mais vous savez que lui, il a écrit ça comme ça, et vous passez des heures dessus. Tandis que lui, il a passé des heures, des jours sur son truc, donc, sur sa phrase, donc voilà. Donc c'était pour dire voilà, comment il est entré dans ma vie. Et donc je vous disais donc que presque tous ces récits ont été traduits au moins une fois, si ce n'est 2, les Cavaliers Rouges ou plus. Les récits de Dessas, je pense, 3 fois. Certains, et dans les autres éditions qu'il y avait les Cavaliers Rouges, les récits de Dessas, ou les contes de Dessas, selon la traduction. Et tous les autres récits étaient publiés éparpillés. Or, dans les années 90, sa veuve, sa deuxième veuve, a fait une édition en rassemblant, c'est-à-dire elle a pris tous les récits qu'il avait publiés en revue ou éparpillés dans des recueils, en disant, par exemple, il avait écrit ce récit fait partie de tel recueil, mais il n'avait jamais été composé ce recueil. Donc elle a réuni, ils ont réuni, par exemple, tous les récits qui concernent son enfance, sa jeunesse, son adolescence et sa jeunesse. Il comptait les publier, on le sait d'après ce qu'il a dit, d'après des notes qu'il a laissées et d'après sa correspondance, il comptait les publier dans un recueil qui se serait intitulé « Histoire de mon pigeonnier », d'après le titre d'un des récits. Donc, ça a été réuni comme ça. Ensuite, les récits de tout ce qui concerne la cavalerie rouge a été, parce que pareil, les récits de cavalerie rouge ont été publiés plusieurs éditions, donc on a réuni tous les récits, ont été réunis tous les récits qui concernaient tout ce qui concernait la cavalerie rouge, c'est-à-dire le journal qu'il a tenu, plus des textes en dehors des récits, mais qui correspondent à cette thématique. Et autour de Dessas, parce que j'en viens à Dessas, donc dans ce qu'il appelait les récits de Dessas, le recueil, il y avait 4 récits. Or, il y en a 4 ou 5 de plus qui ne faisaient pas partie du recueil, donc on a intitulé Récits Odécites, c'est-à-dire il y a les récits d'Odessa, puis ensuite les récits Odécites, puis des essais sur Odessa, plus une pièce. Il a écrit une pièce qui s'appelle Le Crépuscule, qui reprend la thématique des récits d'Odessa, mais en la transformant un petit peu. Et il a écrit un scénario sur Benya Creek, sur le héros des récits d'Odessa, un scénario d'un film qui a été tourné en 27, je crois, en film muet, parce que Babel, vous savez peut-être, c'est... Après avoir été très célèbre et après avoir publié dans les années 20 quasiment tous ses récits, durant les années 30, à partir du moment où a été fondé, enfin après le grand tournant de Staline, la collectivisation et la fondation de l'Union des écrivains, il a publié très peu. Il écrivait beaucoup, lui-même disait qu'il avait énormément dans ses valises, il avait beaucoup de textes, mais il les publiait peu, vraiment au compte-gouttes. Et comment ça veut dire ça? J'ai perdu le fil. Et donc il avait publié peu. Ah oui, c'est ça. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il gagnait beaucoup sa vie en travaillant pour le cinéma, en écrivant des scénarios, des cartons pour les films muets, d'abord quand les films étaient muets. Il a failli tourner le film Benya Creek qu'il avait préparé, donc le scénario avec Eisenstein, mais ça n'a pas marché, parce qu'il était très ami avec Eisenstein. Il a écrit on peut retrouver sur internet, il a écrit des cartons pour des films muets, sur le bonheur juif aussi, vraiment plusieurs, il a beaucoup collaboré avec les cinéastes. Donc c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et donc ça a été réuni sous le titre tout ce qui concerne Odessa, ensuite tout ce qui concerne sa jeunesse, récits qu'il a écrit sur sa jeunesse, ensuite les récits d'Odessa, ensuite Cavalerie Rouge, et on a fait une dernière partie, il y a une dernière partie qui a été faite parce que l'éditeur français a repris le même point de vue que l'éditeur russe, de réunir les textes, et c'est un peu les récits hétéroclites, les premiers qui ne font partie d'aucun recueil, ces premiers récits, ces derniers récits, 2 qu'on a retrouvés qui devaient faire partie d'un recueil qu'il avait l'intention d'écrire sur la collectivisation, parce qu'il avait beaucoup voyagé en Ukraine au moment de la décolonisation, et il avait prévu d'écrire un recueil sur ce thème. Il y en a un qui est paru, le deuxième n'est jamais paru. Plusieurs de ces récits sont arrivés en France ensuite sans paraître en Russie. Et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a une autre thématique encore, 2 mots sur la biographie de Babel. Il est né en 1994, donc vous voyez, au moment de la Révolution, il avait 23-24 ans.
Et après avoir, jusqu'à l'âge de 10 ans, il a grandi dans une petite ville à côté d'Odessa, Nikolaïev. Ensuite, à l'âge de 10 ans, en 1905, après les pogroms, on parle les deux premiers récits de l'histoire de mon pigeonnier, il avait donc 10 ans. Sa famille est venue se réinstaller à Odessa, où il était né, mais enfin, ils étaient repartis tout de suite. Donc, il est venu s'installer, il a grandi à Odessa. Et comme il a fait ses études secondaires à Odessa, et il est parti ensuite à Kiev faire des études supérieures de droit et de commerce, que son père voulait lui faire faire, mais alors que lui avait déjà décidé d'être un écrivain. Et il est parti à Petrograd, soi-disant pour faire du droit, mais en fait pour écrire. C'est là où il a rencontré Gorky, qui a tout de suite décelé son talent et qui lui a donné l'occasion de publier des textes dans ses revues. Et ces textes qu'il comptait réunir plus tard, mais qu'il n'a pas eu le temps de réunir, il les avait, il disait toujours, c'est tiré du journal pétersbourgeois. C'est pour ça qu'il y a un recueil aussi qui s'appelle le journal pétersbourgeois. C'est des petits textes assez courts qui sont publiés dans les journaux, qui sont des sortes d'instantanés de Pétrograd pendant la guerre de 14, enfin pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Révolution. Mais vraiment des très journalistiques, très très beaux, vraiment magnifiques, qui sont parus donc entre 1916 et 1919, qui n'étaient jamais reparus en russe, qui avaient complètement disparu, et qui ont été réédités en russe après la perestroïka, dans les années 90. Donc même en français, on ne les avait jamais vus, puisqu'ils n'avaient jamais été réédités, ils n'avaient jamais été rassemblés, et ils avaient toujours existé dans des journaux, dans des revues et des journaux. Et il y a vraiment des textes absolument magnifiques qui sont là aussi. Voilà pour l'édition. Oui. Excusez-moi, je ne connais pas trop Babel. Oui. Vous pourriez en quelques phrases vous situer qui était Alors, voilà. un écrivain, sans plus. Donc il est né dans une famille juive avec, donc il avait un grand-père rabbin, donc c'était une famille pas complètement pratiquante, mais il était quand même il avait une grand-mère qui était très croyante, qui parlait que yiddish. Il y a des récits là-dessus, justement, dans l'histoire de mon pigeonnier. Mais il parlait très bien français aussi. Et on raconte que ses premiers écrits, ses premiers textes, il les a écrits en français. Ses premiers récits, il les a écrits en français. Il a traduit Maupassant. Donc il a été chargé de l'édition dans les années 20, enfin, beaucoup plus tard, 20-30, il a été chargé de s'occuper d'une publication de traduction de Maupassant, donc il a traduit certains textes de Maupassant. Et lui, il a toujours voulu être écrivain, toujours. Vraiment, c'était il vivait que pour la littérature. C'était la chose qui plus... Disons, la politique l'intéressait dans le sens où il a grandi à Odessa, qui, comme vous le savez, était une ville très cosmopolite, où le statut des Juifs était plus... disons, un peu plus privilégié que dans le reste de la Russie. Ils avaient une statut plus... Je crois qu'il y avait aussi des numerus clausus, puisqu'il y a un de ces récits dans lesquels il raconte comment son père essaye de le faire travailler pour pouvoir rentrer à l'école russe et dans un lycée. Mais bien qu'il ait les meilleures notes, il y a un autre petit juif qui a versé de l'argent pour rentrer dans le numerus clausus. Donc il raconte, il parle de ça aussi. Donc il est donc parti ensuite à Petrograd. Là, il a rencontré Gorky qui l'a poussé à écrire. Et donc il a écrit ses premiers textes. Après ça, Gorky lui a dit il faut que tu apprennes ce que c'est que la vie. Donc il lui a conseillé de suivre la cavalerie de Boudioni, qui était à ce moment-là en train de... C'était la guerre russe qu'on appelle la guerre russo-polonaise, ou polono-russe. C'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est très compliqué, la guerre russo-polonaise. Pareil, dans les œuvres complètes, il y a on a fait tout un... avec un historien, tout un petit texte sur qu'est-ce que c'était que les guerres russo-polonaises. Enfin, toujours est-il que les Polonais ont commencé à envahir la Russie, étant donné le désordre et le chaos qui régnait en Russie, ils ont commencé à aller jusqu'à l'Ukraine. Et les Russes, les bolcheviks qui étaient occupés à lutter contre les armées blanches au début, se sont laissés déborder. Et ensuite, quand ils ont commencé d'abord à gagner un petit peu sur les armées blanches, plus ils ont confié à la cavalerie cosaque ce qu'on a appelé l'armée de cavalerie rouge, qu'on appelle la cavalerie rouge, qui ensuite qui a lutté contre les Polonais et qui les a refoulés jusqu'à Varsovie. Et Babel, pendant 6 mois,
en tant que correspondant, a suivi la cavalerie de Boudiouni. Il a écrit un journal, mais en fait il a assisté à la guerre, et en particulier c'était les Cosaques qui envahissaient les villages, et particulièrement les Shtetl, parce que ça passait à travers toute les Yiddishland. Et lui-même avait pris un nom russe, et donc il a tenu un journal, et ensuite il a écrit des récits très courts, qui sont absolument magnifiques, et qui sont... il a eu des ennuis après parce qu'il présente la guerre telle qu'il l'a vue, c'est-à-dire il avait une fascination pour la guerre et en même temps les horreurs et la fascination, et il présente la cavalerie de Boudiouni sous un jour qui n'est pas toujours très favorable, qui ne correspond pas toujours au mythe qu'on a voulu construire ensuite sur l'armée rouge. Et donc par la suite il a eu des ennuis puisque Boudiouni, le commandant de l'armée de cavalerie, l'a attaqué dans la presse et tout. On lui a reproché de présenter l'armée rouge sous un jour défavorable. Et donc voilà, ce recueil l'a rendu extrêmement célèbre en Russie et à l'étranger aussi, puisqu'il avait, comme je vous dis, il a été traduit très vite en français et en allemand. Et donc c'est devenu un grand écrivain. Et il se trouve que c'était un des... disons, il est devenu emblématique pour les soviétiques, c'est-à-dire il était considéré comme un écrivain soviétique, bien que ce soit un peu ambigu sa manière de traiter les bolcheviks. Et si vous lisez le journal pétersbourgeois, où il raconte aussi l'action des bolcheviks en Pétrograd en 18-19, c'est aussi très ambigu, parce que c'est pas, ce qu'il raconte n'est pas toujours à la gloire de la Révolution. Et donc, il est devenu extrêmement célèbre, et à tel point qu'il avait une situation assez privilégiée. Mais c'était un homme extrêmement complexe, qui était, il était, je dirais, c'est-à-dire il n'était pas anti, il était comme tous les intellectuels de l'époque, c'est-à-dire la Révolution, ils étaient tous anti-autocratie, évidemment. Mais il s'est jamais prononcé très clairement sur ses opinions, parce que je pense que ce qui l'intéressait, c'était d'assister à l'histoire. Ce qui l'intéressait, c'était de voir l'histoire, de voir ce qui se passait, d'essayer de comprendre. Il a eu pour maîtresse une femme qui ensuite est devenue une femme qui est pour maîtresse, qui est devenue ensuite l'épouse d'un chef de la Tchéka. Et il disait lui-même il a fréquenté des tchéquistes, et il disait lui-même que ça le passionnait, il avait envie de comprendre ce que c'était, comment on pouvait être tchéquiste, qu'est-ce que c'était que... Donc il a un peu vécu sur le fil du rasoir, et il faisait partie de l'Union des écrivains, mais tout ce qu'il écrivait, en fait, il sentait bien lui-même qu'il pouvait... que ça passait difficilement. Donc il a publié par petits bouts un petit peu des récits éparpillés, mais on lui reprochait de ne plus publier. On disait, mais alors, qu'est-ce que vous écrivez? Publiez davantage. Mais à chaque fois, il repoussait, il disait, oui, j'écris, mais je travaille beaucoup, je mets longtemps à accoucher d'un texte. Et finalement, en plus, je vous dis, il était victime de campagne de la part de Boudiouni. Et finalement, il a été arrêté en 1939. Il a été arrêté, tous ses manuscrits ont été confisqués. Et d'après lui et d'après sa correspondance, il avait énormément de textes qui n'étaient pas parus. Donc il avait écrit énormément de textes qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. On n'a jamais retrouvé, c'est un mystère. Il y a encore des gens qui espèrent qu'on va les retrouver quelque part dans les archives de la Tchéka et du KGB. Mais parce que le seul espoir qu'on ait, c'est qu'on n'a retrouvé aucun ordre. C'est-à-dire en général, on retrouvait toujours des ordres de destruction, et on n'a retrouvé aucun ordre de destruction des archives de Babel. Donc peut-être qu'elles sont quelque part, peut-être qu'elles sont perdues dans cette espèce de mer d'archives, et qu'on les retrouvera peut-être un jour par hasard, ou je sais pas. Donc voilà. Donc ça, voilà l'histoire de... il a fait 3 voyages en France parce qu'il était fasciné par la France. Et il a fait 3 voyages en France. En fait, il comptait partir en 17, il comptait aller faire un voyage en France, donc il n'a pas pu. Et il est reparti en 27. En fait, ce qu'il y a, c'est que toute sa famille a émigré. C'est-à-dire que sa mère a émigré, sa sœur a émigré, sa première femme a émigré aussi. Il avait épousé à Kiev.
Et il a eu énormément de mal à obtenir le droit d'aller en France. Il est parti en France où il est resté 15 mois. En fait, il est resté 15 mois, il est allé en France et en Belgique où se trouvait sa sœur. Et ensuite, il y est retourné encore une deuxième fois, mais alors là, en 1932, mais avec énormément de difficultés. Pendant 2 ans, il a fait des demandes de visa pour pouvoir sortir. Parce que, en fait, quand il était retourné il y a une fille qui est née de cette rencontre. Et il voulait aller voir sa fille qui était née en France. Donc, il est retourné en France en 1932. Et il est retourné une 3e fois en 1935, quand il y a eu le fameux congrès pour la culture. 1935, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, c'est une période très sombre. Hein. Déjà, 34, fin d'année 34, il y avait l'assassinat de Kirov, donc la répression avait commencé. Et les Russes, les Soviétiques n'avaient envoyé à ce congrès que des écrivains totalement inconnus. Et en fait, quand les Français quand les écrivains étrangers ont vu, enfin les autres écrivains ont vu qu'ils avaient envoyé, ils ont été s'adresser à l'ambassade soviétique en leur disant mais envoyez-nous des vrais écrivains. Donc ils avaient en catastrophe, il y a un visa de sortie pour Babel et Pasternak, et qui n'avaient aucune envie, enfin Pasternak n'avait aucune envie d'y aller, donc ils les ont envoyés à Paris, et ils sont arrivés le 2e jour du congrès, et Pasternak est rentré tout de suite, et bon, il était malade, et puis en plus il faisait une dépression, puis il était un peu inquiet, tandis que Babel lui est resté sans autorisation pendant 2 mois. Ensuite il est rentré, et il n'est plus jamais revenu. Et dans les œuvres complètes de Babel, comme personnellement j'ai passé 3 ans avec lui, et donc je me suis énormément renseignée j'ai lu toute sa correspondance, tous les souvenirs qui avaient été écrits sur lui. Je suis allée à Odessa pour me plonger dans l'atmosphère d'Odessa. Et tous les renseignements que j'ai pu trouver sur Babel, je ne les ai pas mis en notes, mais je les ai réunis à la fin. Et à la fin du volume, j'ai fait une sorte de dossier sur les thématiques importantes de Babel, enfin qui concernent Babel, c'est-à-dire j'ai fait un petit dossier sur Odessa, ensuite ce dont je vais vous parler plus précisément, le fameux gangster dont il parle dans les récits d'Odessa. Ensuite on a fait un petit dossier sur la guerre russo-polonaise aussi, pour que les gens puissent se repérer un peu dans cette guerre très compliquée. Un dossier aussi sur les rapports de Babel avec la France, puisqu'il a fait des voyages et il avait un rapport particulier avec la France. Sur sa façon d'écrire, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, et lui-même a laissé quelques textes là-dessus, sur comment il écrivait, avec beaucoup de points communs avec Flaubert. Enfin, pour lui, c'est extrêmement important le style et la manière d'écrire. Donc voilà, c'est pour vous dire que cet énorme pavé contient son œuvre et aussi tout ce qui permet de comprendre, parce que tout ce que j'avais pu réunir et qui m'a permis de mieux apprécier Babel, je voulais que si le lecteur français le souhaitait, il puisse y avoir accès également. Voilà pour Babel. Maintenant, je voulais, parce que quand on parle d'un écrivain, je me dis toujours que c'est comme parler d'un tableau sans voir, c'est une musique sans entendre. J'avais envie de commencer à parler d'Odessa en vous lisant son fameux texte sur Odessa. Enfin, un texte qu'il a écrit sur Odessa, c'est tiré d'un essai qui s'appelle « À propos d'Odessa ». Odessa est une ville épouvantable, tout le monde sait ça. Au lieu de « il y a une grande différence », on dit là-bas « il y a 2 grandes différences ». Et aussi « ici, là et là-bas-ci ». Il me semble néanmoins que l'on peut dire beaucoup de bien de cette ville remarquable et absolument délicieuse de l'Empire russe. Songez un peu, une ville où la vie est légère, où la vie est lumineuse. La moitié de sa population est constituée de juifs. Or, les juifs sont un peuple qui a très bien assimilé un certain nombre de choses très simples. Ils se marient pour ne pas être seuls, ils aiment pour vivre éternellement, ils amassent de l'argent pour avoir des maisons et offrir des jaquettes en astrakhan à leur épouse. Ils sont de bons pères de famille parce qu'il faut aimer ses enfants et que c'est très bien. Les gouverneurs et les circulaires administratifs compliquent beaucoup la vie des pauvres juifs d'Odessa. Mais il n'est pas facile de les déloger de leur position. Ça fait très longtemps qu'ils les occupent. On n'y touche donc pas et on en tire beaucoup d'enseignements.
C'est en grande partie grâce à leurs efforts que s'est créée cette atmosphère légère et lumineuse qui entoure Odessa. Avant toute chose, cette ville possède tout simplement les conditions matérielles propices à la croissance. Par exemple, d'un talent à la Maupassant. L'été, dans ces piscines, on voit luire au soleil des silhouettes musclées et couler dans le bronze de jeunes gens qui font du sport, des corps puissants de pêcheurs qui n'en font pas, des chairs adipeuses, ventripotantes et débonnaires de négociants, de maigres rêveurs boutonneux, des inventeurs et des courtiers. Et, non loin de la vaste mer, les fabriques crachent leur fumée, tandis que Karl Marx vaque à ses occupations habituelles. À Odessa, il y a un ghetto juif très pauvre et très peuplé qui souffre beaucoup. Une bourgeoisie très imbue d'elle-même et une assemblée municipale très centurinoire. À Odessa, il y a des soirs de printemps voluptueux et langoureux, des senteurs épicées d'acacia et une lune emplie d'une lumière égale et irrésistible au-dessus d'une mer obscure. À Odessa, le soir, dans de ridicules petites villas de mauvais goût sous un ciel de velours sombre, de gros bourgeois ridicules en chaussettes blanches sont allongés sur des sofas et digèrent des repas plantureux. Dans les fourrés, leurs épouses poudreux, engraissées par l'oisiveté et candidement corsetées, se font peloter avec passion par des médecins et des juristes au tempérament de feu. À Odessa, les hommes du vent rôdent autour des cafés pour gagner un rouble et nourrir leur famille. Mais il n'y a rien à gagner d'ailleurs. Pourquoi ferait-on gagner de l'argent à quelqu'un d'inutile, à un homme du vent? À Odessa, il y a un port. Et dans ce port, il y a des bateaux à vapeur qui viennent de Newcastle, de Cardiff, de Marseille et de Port-Saïd. Des nègres, des Anglais, des Français, des Américains. Odessa a connu une époque florissante. Elle connaît une époque d'étiolement. Un étiolement poétique, un peu insouciant et très désemparé. Finalement, dira le lecteur, Odessa est une ville comme les autres. Vous êtes tout simplement d'une partialité excessive. Oui, c'est vrai, en effet. Je suis partial, et peut-être délibérément, mais parole d'honneur. Cette ville a quelque chose. Et ce quelque chose, un homme authentique le perçoit. Il dira que oui, la vie est triste, la vie est monotone, tout cela est juste, mais elle est quand même, et malgré tout, follement intéressante. Par les temps qui courent, c'est très important l'odeur d'une ville natale. Voilà 4 ans qu'elle est continuellement submergée par des guerres étrangères. Il n'y a plus de sirènes de bateaux qui sifflent, plus de fines poussières de charbon flottant sur le port. Un soleil resplendissant éclaire des eaux calmes que rien ne vient troubler. Il n'y a plus de changeurs, plus de grands et robustes marins américains et allemands, déambulant en troupeau. Il n'y a plus de marins, plus de tavernes, où l'on voit, à travers des vagues de fumée de tabac, des têtes d'anglais ivres qui dodelinent, où un gramophone hurle fièrement d'une voix éraillée de toute sa vaste et vieille gorge « Rule Britannia !» Pendant la guerre, nous avons vu arriver de Lituanie et de Pologne des réfugiés juifs ruinés, dont la mentalité nous est étrangère, et aussi des Serbes, des Roumains. Contre ces derniers, un homme amoureux de sa ville n'a rien à dire. Ils ont fait refleurir Odessa. Ils nous ont rappelé le temps où nous avions des négociants, des Grecs qui faisaient commerce de café et de pain d'épices, des Allemands qui fabriquaient des saucisses, des Français qui vendaient des livres, des comptoirs maritimes anglais. Ils ont ouvert des restaurants, ils se sont mis à taper sur des cymbales, ils ont rempli les tavernes de leur langue exotique et précipitée, et ils nous ont envoyé de beaux officiers, chaussés de bottes jaunes, de grandes femmes élégantes aux lèvres rouges. Ces gens sont tout à fait dans le style de notre vie, Mais si les autres, eux, ne le sont pas, ça n'a rien de dramatique. Odessa a l'air insolide, elle n'a rien perdu de sa merveilleuse faculté d'assimilation. Le juif polonais arrive chez nous, calculateur, imbu de lui-même, le regard furtif. Nous le transformons en un gesticulateur qui bouscule tout le monde, aussi prompt à s'échauffer qu'à apaiser. Nous continuons à les passer à notre moulinette à nous. Bientôt viendra le temps où s'en iront les officiers habitués à Petrograd et à leur petite garnison de Medjiboj. Et avec eux s'en retourneront dans leurs grises Kozlov et Tula, les rouquins barbus qui se promènent stupidement dans nos rues et les jonchent stupidement de graines de tournesol. Les sirènes tressaillent dans notre port, et dans les tavernes, de vieux gramophones à la voix éraillée chanteront encore la Grande-Bretagne, maîtresse des mers. Nos entrepôts se rempliront d'oranges, de noix de coco, de poivre, de malaga, et dans nos hangars à blé flottera la poussière verdâtre du grain déversé.
dans le recueil Histoire de mon pigeonnier, il y a beaucoup de passages qui parlent d'Odessa, c'est-à-dire qui racontent ce que c'est que grandir à Odessa. Le premier récit se passe à Nikolaïev, la petite ville où il se trouvait au moment du pogrom, qui raconte, en fait c'est le souvenir de pogrom d'un petit garçon de 10 ans. Et il raconte, il y a un texte qui s'appelle L'éveil, où il raconte comment, en fait, le petit garçon, il voulait absolument devenir écrivain, et il raconte la première leçon d'écriture qu'il a reçue. Et en fait, il raconte que son père voulait lui faire du violon. Et que lui ne voulait pas faire de violon, il n'était pas doué pour le violon. Et donc je vous lis, parce que ça parle aussi d'Odessa. Et qu'en fait, il faisait l'école buissonnière, il n'allait pas à ses cours de violon, et il allait sur le port nager, essayer de nager et d'apprendre à nager dans le port. Et il a rencontré là un personnage qui lui a donné sa première leçon d'écriture en lui expliquant que pour devenir un écrivain, il fallait qu'il apprenne à connaître la nature et à ressentir la nature. Tous les gens de notre entourage, courtiers, boutiquiers, employés de banque et de comptoirs maritimes, faisaient faire de la musique à leurs enfants. Nos pères, ne voyant pas d'issue pour eux-mêmes, s'étaient inventé une loterie. Ils l'avaient organisée en passant sur le corps de leurs petits. Cette folie s'était emparée d'Odessa plus encore que des autres villes. Il est vrai que durant des décennies, notre cité a exhibé les petits prodiges sur les scènes du monde entier. C'est d'Odessa que sont venus Michael Hellman, Zimbalist et Gavrilovitch. C'est chez nous que Yasha Rifetz a fait ses débuts. Lorsqu'un petit garçon atteignait l'âge de 4 ou 5 ans, sa mère conduisait la frêle petite créature chez M. Zagourski. Zagourski dirigeait une fabrique de prodiges, une fabrique de nains juifs en collerette de dentelle et souliers vernis. Il les dénichait dans les taudis de la Moldavanka et dans les cours fétides du vieux bazar. C'est lui qui les mettait sur les rails. Ensuite, les enfants étaient envoyés chez le professeur Auer à Pétersbourg. Dans l'âme de ces gringalets aux têtes enflées et bleuâtres vivait une puissante harmonie. Il devenait de célèbres virtuoses, et mon père s'était mis en tête de les égaler. Si j'avais dépassé l'âge d'être un petit prodige, j'allais sur les 14 ans, on pouvait me donner 8 ans à cause de ma taille et de mon apparence chétive. Tous les espoirs reposaient là-dessus. Moi, j'avais bien autre chose en tête. Quand je faisais mes exercices au violon, je posais sur le pupitre un livre de Tourguenieff ou d'Alexandre Dumas, et tout en rappelant mon instrument, je dévorais les pages les unes après les autres. Pendant la journée, je racontais mes élucubrations aux petits voisins, et la nuit, je me couchais sur le papier. Écrire était un passe-temps héréditaire. Mon grand-père, Lévis Itzhok, qui s'est mis à dérailler sur ses vieux jours, a écrit toute sa vie un roman intitulé « L'homme sans tête ». Je tenais de lui. Chargé de mon étui et de mes partitions, je me traînais 3 fois par semaine chez Zagourski, rue Vite, ancienne rue de la Noblesse. Là, le long des murs, les petites juives dans un état d'excitation hystérique attendaient le retour. Elles serraient contre leurs genoux chétifs les violons dont les dimensions dépassaient celles des musiciens destinés à jouer dans le palais de Buckingham. La porte du sanctuaire s'ouvrait. Les enfants couverts de taches de rousseur, avec de grosses têtes et des coups minces comme des tiges de fleurs, sortaient en titubant du cabinet de Zagourski. Et la porte claquait en avalant le nain suivant. Alors, derrière la cloison, le professeur, avec son nœud papillon, ses boucles rousses et ses jambes grêles, s'égosillait et jouait les chefs d'orchestre. Maître d'œuvre de cette monstrueuse loterie, il peuplait la Moldavanka et les noires impasses du vieux bazar de pizzicati et de complaintes fantômes. Le vieux professeur Auer conférait ensuite à ses mélopées un brillant diabolique. Je n'avais rien à faire dans cette secte. J'étais un nain comme eux, mais j'entendais une autre injonction dans la voix de mes ancêtres. Un jour, je suis sortie de la maison chargée comme un boudet de mon violon dans son étui de mes partitions et de 12 roubles, au prix d'un mois de leçon. Je marchais dans la rue de l'origine et j'aurais dû tourner dans la rue de la Noblesse pour arriver chez Zagourski. Mais au lieu de cela, j'ai remonté la rue de Tiraspol et je me suis retrouvée sur le port. Les 3 heures dont je disposais ont passé en un clin d'œil sur le bassin pratique. C'est ainsi qu'a débuté ma délivrance. Voilà, il raconte comment il est dans le port. Il raconte aussi à un autre moment il parle des théâtres, parce que comme vous savez qu'à Odessa, il y avait un théâtre, un opéra, et il raconte comment il allait en vendre des billets et il gagnait un peu d'argent dans les rues. Les
billets pour ces spectacles se vendaient 5 fois leur prix. Ils revendent les billets dans la rue. Les acheteurs en quête de revendeurs les trouvaient à la taverne, braillant, écarlates et éructant d'inoffensifs blasphèmes. Une couleur torride, rose et poussiéreuse, se déversa dans le passage du théâtre. Les boutiquiers en babouche de feutre avaient sorti dans la rue des bonbonnes de vin vertes et des petits tonneaux d'olives. Dans les cuves, devant les boutiques, des macaronis bouillaient dans une eau écumante et la vapeur qui s'en dégageait se perdait au loin dans le ciel. Une vieille femme chaussée de bottines d'homme vendait des coquillages et des souvenirs, poursuivant à grands cris les acheteurs indécis. De riches juifs aux barbes bien peignées, divisées en deux, arrivaient en calèche devant l'hôtel du Nord et frappaient discrètement aux portes de brunes plantureuses et moustachues les actrices de la troupe de Di Grasso. Tout le monde était heureux, passage du théâtre, sauf une seule personne, et cette personne, c'était moi. Parce qu'il a piqué la montre de son père qu'il a donné en gage à un de ses amis. Voilà une description de la vie à Odessa. Juste un petit passage où il décrit la noce. Ça commence, le premier texte s'appelle Le Roi, et la noce de la sœur de Beniakrik. À ce repas de noces, on servit des dindons, des poulets et des oies rôties, du poisson farci et une bouillabaisse sur laquelle des lacs de citron scintillaient de lueurs nacrées. Des fleurs oscillaient sur les petites têtes mortes des oies comme des panaches somptueux. Mais les poulets rôtis sont-ils rejetés sur le rivage par le ressac écumant de la mer d'Odessa? Tous les plus beaux fleurons de notre contrebande, tout ce qui fait la gloire de la terre d'un bout à l'autre du monde, accomplissait en cette nuit étoilée et bleue son œuvre destructrice et enchanteresse. Du vin venu d'ailleurs réchauffait les estomacs, coupait délicieusement les jambes, embrumait les cerveaux et provoquait des renvois sonores comme l'appel du clairon. Le cuisinier noir du Plutarque, arrivé l'avant-veille de Port-Saïd, avait fait passer en fraude des bouteilles ventrues de rhum de la Jamaïque, du madère onctueux, des cigares provenant des plantations de Pierre-Pont-Morgan et des oranges des environs de Jérusalem. Voilà ce que le ressac écumant de la mer d'Odessa rejette sur le rivage. Voilà ce à quoi ont parfois droit les mendiants d'Odessa au mariage juif. Et aux noces de Dvoïra Creek, ils ont droit à du rhum de la Jamaïque. C'est pourquoi, après avoir biberonné tous leurs sous comme des porcs non cachers, les mendiants juifs se mirent à produire un vacarme assourdissant en cognant leurs béquilles. Eshbaum, le gilet déboutonné, examinait en plissant des yeux cette assemblée tumultueuse et optait amoureusement. L'orchestre jouait des marches militaires. On se serait cru à la revue d'une division. Des marches militaires, rien que des marches. Les gangsters, assis en rang d'oignons, s'étaient d'abord sentis gênés par la présence d'étrangers. Mais ensuite, ils se déchaînèrent. Lyovka le russe cassa une bouteille de vodka sur la tête de sa chérie. Monia l'artilleur tira en l'air. Mais l'excitation atteignit son comble lorsque, suivant une vieille tradition, les invités commencèrent à couvrir les jeunes mariés de cadeaux. Au son d'une marche pétaradante, les chanesses des synagogues, grimpées sur les tables, psalmodiaient le nombre de roubles et de petites cuillères en argent offerts. Et là, les amis du roi montrèrent ce que valent le sang bleu et l'esprit chevaleresque, toujours bien vivant de la Darak. D'un geste désinvolte, ils jetaient sur les plateaux en argent des pièces d'or, des bagues, des colliers de corail. Aristocrates de la Malgaravque, ils étaient sanglés dans des gilets rouges framboises, leurs épaules étaient moulées dans des vestons rouilles, et sur leurs jambes charnues craquait un cuir couleur d'azur. Se redressant de toute leur taille, le ventre en avant, les bandits tapaient dans leurs mains au rythme de la musique, criaient « cul sec » et lançaient des fleurs à la mariée. Tandis que Dvoïra, la sœur de Beniakrik, la sœur du roi, âgée de 40 ans et défigurée par la maladie, avec son goitre proéminent et ses yeux exorbités, trônait sur une montagne de coussins aux côtés du garçon fluet acheté avec l'argent d'Eshbaum et abruti par le désespoir. Le rituel des offrandes touchait à sa fin. Les chanesses n'avaient plus de voix et la contrebasse n'était pas en très bon terme avec le violon. Soudain, une légère odeur de brûlé se répandit dans la cour. Et en fait, Bénia, dit le père Cric, un vieux charretier qui passait par le charretier pour une bruit épaisse. Tu sais pas l'impression que j'ai, c'est qu'il y a de la suie qui est en train de cramer chez nous. Je vous en prie, répondit le roi. Papa, répondit le roi à son père sou. Buvez un coup et mangez quelque chose, ne vous en faites pas pour des bêtises.
Parce qu'en fait, Ben Yakrit a mis le feu au commissariat. Et je vous continue à vous lire. Hein. Et le père Crick suivit le conseil de son fils. Il mangea et but. Mais le nuage de fumée devenait de plus en plus corrosif. Les bords du ciel rosissaient déjà au loin. Et une lampe de feu fine comme une épée fusait déjà vers les hauteurs du ciel. Les invités, se soulevant sur leurs chaises, se mirent à renifler l'air. Et leurs bonnes femmes poussèrent des petits cris. Les truands échangèrent alors des coups d'œil. Seul Bénia, qui n'avait rien remarqué, était inconsolable. Mon Dieu, gâche ma fête, riait-il rempli de désespoir. Mes chers amis, je vous en prie, mangez, buvez. À ce moment-là, surgit dans la cour un jeune homme qui était passé au début de la soirée. Et le roi, il faut que je vous dise 2 mots. Vas-y, dis-les, le roi, t'as toujours 2 mots en réserve, toi. C'est carrément comique, le roi. Il se mit à pouffer. Le commissariat est en train de brûler comme un cierge. Les musiquiers se figèrent, les gangsters ricanèrent. Manka, à 60 ans, la fondatrice de la lignée des bandits du quartier, fourra 2 doigts dans sa bouche et émit un sifflement tellement strident que ses voisins en chantaient. « Vous n'êtes pas au boulot, Manka !» lui fit remarquer Bénia. Un peu de sang-froid, voyons. Le jeune homme qui avait apporté cette nouvelle surprenante était toujours en train de se tenir les coudes. Il y en avait une quarantaine qui étaient sortis du commissariat, racontait-il en riant à s'en décracher la mâchoire. Ils partaient pour une rafle. En fait, ils venaient faire une rafle chez Bénia. Ils avaient fait 15 pas que ça flambait déjà. Courez voir si ça vous dit. Mais Bénia défendit aux invités d'aller voir l'incendie. Il se rendit là-bas avec 2 compères. Le commissariat brûlait consciencieusement par tous les cas. Des sergents de ville, au postérieur très sautant, couraient dans les escaliers enfumés et jetaient des caisses par les fenêtres. Les prisonniers se caravotaient en douce, et les pompiers débordaient de zèle, mais il n'y avait pas d'eau sur le robinet voisin. Le commissaire, le fameux balai qui balayait à fond, était planté sur le trottoir en face et mordillait sa moustache qui lui entrait dans la bouche. Le balai neuf ne bougeait pas. En passant devant le commissaire, Bénia lui adressa un salut militaire. « Tous mes bons hommages, votre Excellence, fit-il d'un air compatissant. Qu'est-ce que vous en dites de ce malheur, hein? C'est vraiment épouvantable. » Il regarda fixement le bâtiment en feu, secoua la tête et fit claquer sa langue. Aïe, 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 aïe. Et il y a énormément de passages de ça qui sont passés, qui sont devenus proverbiaux en russe. Par exemple, il y a une expression qui est devenue quasiment proverbiale. Pourquoi lui et pourquoi pas eux? C'est ça que vous voulez savoir? Eh bien, oubliez un instant que vous avez des lunettes sur le nez et de l'automne dans l'âme. Alors, vous avez des lunettes sur le nez et de l'automne dans l'âme, ça c'est devenu quasiment proverbial en Russie. Cessez de jouer les gros bras assis derrière votre bureau et de bégayer devant les gens. Imaginez un instant que vous jouez les gros bras sur la place publique et que vous bégayez sur le papier. Et ça aussi, c'est rentré dans la main. Vous êtes un tigre, vous êtes un lion, vous êtes un chat. Vous êtes capable de passer la nuit avec une Russe et la Russe sera satisfaite. Vous avez 25 ans. S'il y avait des anneaux fixés au ciel et à la terre, vous vous saisiriez de ces anneaux et vous rapprocheriez le ciel de la terre. Et vous avez pour père le charretier de la terre. À quoi ça pense un paternel comme ça? Ça pense à se taper un bon verre de vodka, à flanquer son poing dans la gueule de quelqu'un, ça pense à ses chevaux et c'est tout. Vous avez envie de vivre et lui, il vous a fait mourir 20 fois par jour. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Ben Yakrit? Vous n'auriez rien fait du tout. Eh bien, lui, il a fait quelque chose. C'est pour ça qu'il est roi et que vous restez là à ronger votre frein. En fait, surtout dans les récits d'Odessa, le problème de la langue d'Odessa, c'est que elle est pleine d'ukrainisme, de tournure yiddish, et même aussi de calque du français, parfois. Donc c'est une langue tellement mélangée, surtout la langue que parlaient les juifs était tellement mélangée, que ça donne à la langue russe une saveur qui est difficile à rendre. Par exemple, si c'est des fautes de genre, par exemple, un mot féminin, il le met au masculin. C'est extrêmement drôle en russe. Comment vous allez le rendre en français? Ou alors, en français, on dit « j'ai quelque chose à vous dire ». Si vous traduisez directement en russe, c'est extrêmement drôle. C'est comme « je possède quelque chose à vous dire » en russe, c'est très comique. Mais donc, en russe, vous avez ça. « J'ai quelque chose à vous dire ». Mais si je traduis directement le français, ça... donc, comment on peut faire? Alors, en français, c'est beaucoup plus difficile de déformer la langue française, parce que le russe est beaucoup plus souple que le français. Donc, on doit se méfier énormément de ne pas... Pour créer les mots, c'est très difficile. Pour les déformer sans que ça devienne... Il faut que ce soit très organique, que ça sonne très naturel. Donc, la plupart du temps, on essaye de se rabattre plutôt sur des petites... de jouer sur la syntaxe.
c'est-à-dire de faire des petites erreurs en français, mais plutôt syntaxiques quand on sait que ça ne passera pas, on ne peut pas conjuguer le verbe français en faisant la même faute. Par exemple, j'ai 2 mots à vous dire. Il y a une mieux une oiseau. Donc on peut par exemple changer un tout petit peu en disant j'ai 2 mots en réserve. Parce qu'en fait c'est je possède 2 mots à vous dire. En fait, ça pourrait dire ça, je possède 2 mots à vous dire. Mais je ne sais pas si en français ça sonnerait vraiment pas naturel du tout. Donc il faut trouver un moyen. J'ai 2 mots en réserve, c'est un peu plus drôle, c'est un petit peu plus savoureux, mais c'est voilà. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont intraduisibles, qui ne passent pas, qu'on ne peut pas faire passer, surtout pour le dialecte de ça, mais qu'on essaye de faire passer, comme dans ce que je vous ai lu, en essayant de donner une sorte de truculence. Je vais vous lire un tout petit... à un moment, ça dans le récit qui s'appelle « Comment cela se passait à Odessa », il va faire un casse, donc il arrive pour cambrioler, et le riche qui va cambrioler n'est pas là, et par hasard, il y a quelqu'un qui est tué par un de ses acolytes qui est sourd. Et lui, il ne comptait pas, Benakri, il ne comptait pas tuer quelqu'un, parce que c'est un gentleman cambrioleur. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode de tuer les gens vivants? Alors, monsieur Tartakovsky, répondit Bénia de voix douce, voilà 2 jours que je pleure notre cher disparu, comme si c'était mon propre frère. Mais je sais bien que vous vous fichez pas mal de mes larmes juvéniles. La honte, monsieur Tartakovsky, dans quel coffre-fort avez-vous enfermé votre honte? Vous avez eu le front d'envoyer à la mère de notre défunt Yossif 100 misérables roubles russes. Quand j'ai entendu ça, j'en ai eu le cerveau qui s'est passé sur la tête, en même temps que les cheveux. Là, Bénia a fait une pause, il portait un veston chocolat, un pantalon crème et des bottines framboises. 10 000 tout de suite, a-t-il oré. 10 000 tout de suite et une pension jusqu'à sa mort, puisse-t-elle vivre 120 ans. Sinon, eh bien, nous allons sortir de cette pièce, monsieur Tartakovsky, nous allons monter ensemble dans notre automobile, après quoi ils ont échangé mutuellement des injures. Le juif ennemi, c'est un surnom, a échangé des adultes avec Bénia, j'ai pas assisté à cette dispute, mais ceux qui étaient là s'en souviennent. Mère Pessia, a dit alors Bénia à la vieille femme échevelée qui traînait par terre. S'il vous faut ma vie, prenez-la. C'est la femme, la mère de celui qui a été tué. S'il vous faut ma vie, prenez-la, mais tout le monde peut se tromper, même Dieu. Une énorme erreur a été commise, Mère Pessia. Mais n'était-ce pas une erreur de la part des dieux d'installer des juifs en Russie pour qu'ils y subissent des tourments comme en enfer? Qui aurait-il eu de mal à les faire vivre en Suisse où ils auraient eu autour d'eux des lacs de première catégorie, l'air des montagnes et des Français à la peine. Tout le monde peut se tromper, même Dieu. Ouvrez bien vos oreilles, Mère Pessia. Vous avez 5 000 roubles entre les mains et vous en aurez 50 par mois jusqu'à votre mort, puisqu'il vous vivre 120 ans. Yosif aura des funérailles de première classe, 6 chevaux pareils à des lions, 2 corbillards avec des couronnes, le chœur de la synagogue de Brody, et Minkowski viendra célébrer en personne l'office des morts pour votre défunt fils. Donc c'est vraiment c'est très truculent, donc juste pour avoir une idée du style. Il ne faut pas que j'entraîne ce récit dans des rues de traverse. Je ne dois pas le faire. Moi-même, il y aurait dans ces rues de traverse des acacias en fleurs et des marronniers verdoyants. Je vais d'abord parler de Bénia et ensuite de Luca. On terminera là-dessus. Et tout le monde dira, le point final se trouve là où il me convient de se trouver. J'étais devenu courtier. Une fois courtier à Odessa, je me suis couvert de feuillage et j'ai produit des rejetons. Sous le fardeau de ces rejetons, je me suis senti malheureux. Quelle en était la raison? La raison en était la concurrence. Selon cette justice, je ne saurais même pas moucher dedans. J'ai aucun métier dans les mains. Devant moi, de l'air. Il scintille comme la mer au soleil, ce magnifique air vide. Mes rejetons veulent manger. J'en ai 7. Et ma femme est l'huitième. Je ne me suis pas mouché dans la justice. Non, c'est la justice qui s'est mouchée sur moi. C'est vraiment, c'est truculent le style de Babel des récits d'Odessa, enfin de tout ce qui concerne Odessa. Dans la cave à vin de Zalman Krivoruchka, les malédictions talmudiques pleuvaient sur sa tête et sur celle des membres du syndicat des travailleurs municipaux. Les vieillards maudissaient la moelle des os de Borodine et des membres du syndicat, leurs semences encore fraîches dans les entrailles de leurs femmes, et souhaitaient à chacun d'eux une forme spécifique de paralysie et d'ulcère. Voilà, c'est tout à fait. Et très souvent, il utilise aussi des métaphores et des paraboles qui sont typiques
les trois répétitions, tuons le père, c'est les deux fils de Benya et son frère veulent tuer leur père. Tuons le père, la Moldavane que ne l'appelle plus Mandelkrieg, elle l'appelle Mandel Pogrom. Tuons le père, c'est ça, c'est vrai ça. Est-ce qu'on peut attendre davantage? Le moment n'est pas encore venu, répondit Benya. Mais le temps passe, écoute le bruit de ses pas, et laisse-le passer, écarte-toi. Benyovka s'écarta pour laisser passer le temps. Il s'était mis en marche le temps, ce vieux Kessi. Et en chemin, il rencontra Dvoïra, la sœur du roi, le cocher Manassé et la jeune russe Maroussia Evtuchenko. C'est très odessite. C'est vraiment le jargon odessite quoi, des juifs d'Odessa. Et très populaire ou pas spécifiquement? Si, c'est populaire, oui. Voire grossier ou non. Non, c'est populaire. Et puis ils avaient il y avait beaucoup une pègre juive importante à Odessa. Puisque Beniakrik, c'était même un personnage qu'il a pris. C'est vivant comme des théâtres, les répliques. Ouais. Il y a la partie poétique de description et puis après les dialogues qui sont très très vivants. Ouais. Ce qui fait que ça ne peut pas être vulgaire. Non, c'est très très imagé surtout. Oui, c'est très imagé. Il y a tellement d'expressions aussi de Babel qui sont rentrées dans la langue russe. Et même les gens ne savent même plus d'où ça vient. Vraiment, il y a au moins une bonne dizaine d'expressions qu'on trouve des Babel qui sont soit de Babel, soit tirées de la langue juive d'Odessa, et qui sont... les gens ne savent même plus que ça vient de lui. Et qui sont très durs à certains, qui sont extrêmement durs à traduire. Vraiment, on essaye de rendre un peu la saveur, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et quand on a du mal quand on n'arrive pas à traduire exactement, en fait, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de rendre l'ensemble, c'est-à-dire de rendre drôle la manière de parler. Il y a des choses, de rendre une chose qu'on ne peut pas rendre, on la rend par quelque chose à côté. Vous lisez dans le premier recueil qui s'appelle Journal pétersbourgeois, qui sont en fait uniquement des petits textes qu'il a publiés dans les journaux et les revues de Gorky entre 1916 et 1919, qui sont de reportages sur Petrograd. Et ça, c'est vraiment des petits reportages, quoi. Mais enlevés avec une chute, non, il a vraiment un style extraordinaire. En fait, il faut voir qu'il était très très connu, Babel. Il était très connu à l'étranger. C'est-à-dire pour tous les gens de gauche en France, en Allemagne, les écrivains, en plus les pauvres soviétiques, ils n'avaient pas beaucoup de grands écrivains, puisqu'ils les avaient, tous les grands écrivains russes, ils les ont tous éliminés, ou jetés dehors, ou tués. Donc ils avaient très peu d'écrivains. Donc pour eux, c'était vraiment... il était considéré, pour les gens de gauche en France en particulier, c'était le seul écrivain soviétique de valeur qu'il y avait. Les autres... parce que vraiment, personnellement, moi, j'ai lu des écrivains qui ont commencé à écrire dans les années 10-20, qui étaient des bons écrivains, et quand ils sont devenus soviétiques, sincèrement, ils ont perdu leur talent. Vraiment, l'idéologie, ça fait perdre son talent. Et donc Babel était très connu, il était un des écrivains soviétiques les plus connus. C'était un peu le fleuron de la littérature soviétique. Avec toujours, il est un peu sur le fil du rasoir, parce qu'il était, comme je vous ai dit, Boudioni et la mer Rouge n'avaient pas du tout aimé la manière dont ils étaient présentés. Hein. Donc il a toujours été, il a fait l'objet de très violentes campagnes de la part dans les années 20 et au début des années 30. Et en fait, il faisait des pirouettes, il avait, je pense, que de toute façon, Babel, lui, la politique ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment les êtres humains et la vie. Et à la limite, les tchéquistes l'intéressaient parce que c'était des êtres humains et ils voulaient comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur tête, comment... il avait une espèce de curiosité qui était presque... une curiosité qui était liée à son besoin littéraire, enfin ça... Et en plus, il n'était pas bête, donc il savait ce qu'il avait... Enfin, il a commencé à écrire quand même, il a commencé à écrire et il voulait écrire un recueil sur la collectivisation. Et les deux seuls récits qui en ont réchappé sont extraordinaires. C'est-à-dire, ils sont d'une finesse. Si vous avez l'occasion de les lire, ils sont tous les deux dans ce recueil. Ils sont... il ne dit pas les choses, il ne dit pas c'est horrible, ils ont fait des trucs. Il
raconte un truc, mais vous terminez, c'est encore plus horrible justement de tout ce qu'il n'a pas dit. Et il avait l'intention d'écrire un recueil sur la collectivisation. Je vous ai dit, il y en a un qui est paru en revue, ça a fait tout de suite, on l'a empêché de publier le deuxième. Et apparemment, il en avait écrit d'autres qui ont été confisqués quand il a été arrêté, donc qui n'ont jamais toujours été perdus. Et quand on lit ces 2 récits qu'il a écrits, ils sont vraiment extraordinaires. Vraiment, ils en disent 10 fois plus en disant presque rien que des gens qui racontent. Il a vraiment un talent. Non, puis c'est vrai qu'il était, on le voit dans Cavalerie Rouge, il est fasciné par la violence aussi. Hein. Et alors qu'une partie de lui-même est avec les juifs qu'on emmène en tirant par leur barbe et en les égorgeant sur la rue, mais d'un autre côté, les Cosaques, donc il est très ambivalent comme personnage. Hein. Mais justement, parce qu'il est ambivalent, moi je trouve c'est pas tout blanc-noir. Je pense que c'était dans son caractère, je pense que c'est un écrivain, c'est-à-dire ce qui le passionnait, c'était la nature humaine. Comme Shakespeare. Là, c'est la nature humaine, donc dans toute sa richesse, avec tous les éventails, depuis le pire jusqu'au meilleur, enfin, depuis le plus beau jusqu'au plus laid, et sans porter jugement, quoi, en prenant. Il est fasciné par. Et c'est vrai qu'il est fasciné par la violence, en un sens, on le sent dans. Parce que pareil, quand vous lisez justement les Béniacric, tout au début, il y a eu un autre écrivain qui a écrit aussi sur les truands, c'est Léonov, qui a écrit sur les truands. Il y a une espèce de mythification du monde des truands, que Chalamov, qui lui a connu le monde des truands de près, contre lequel il s'insurge, il dit c'est monstrueux d'avoir romantisé le monde du crime comme ça, parce que le monde du crime est quelque chose d'horrible. Et Babel a fait partie de ces gens qui ont romantisé le monde du crime, si je puis dire. Comme, son Béniacric, c'est un Arsène Lupin, hein, c'est une sorte une Arsène Lupin à la sauce russo-juive ukrainienne. Parce qu'en fait, avec de Babel, on parle très souvent des cavaleries rouges et beaucoup moins des récits d'Odessa. Donc, alors que vraiment, c'est quelque chose de. C'est truculent, Alors je sais que c'est impossible de rendre toute la langue d'Odessa, c'est impossible, mais j'aimerais bien qu'elle arrive à faire passer quelque chose. Hein, parce que la cavalerie rouge avec au moins, en comptant ma traduction, au moins 5 fois. Les récits d'Odessa, ça doit être 2 ou 3 fois, je pense. Je vais juste vous lire la fin de. Alors il y a un texte qui ne fait pas partie des récits d'Odessa, qui s'appelle Karl Jonkel, qui est, disons, qui sacrifie un tout petit peu à la littérature soviétique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, Freund-Gratsch, en fait, ça se passe en 1919, Freund-Gratsch étant l'ancêtre de... Juste, je vous lire la malédiction, parce que je pense que ça vient du yiddish, ça. Dans la cave à vin de Zalman, les malédictions talmudiques pleuvaient sur sa tête et sur celle des membres du syndicat des travailleurs municipaux. Les vieillards maudissaient la moelle des os de Broydin et des membres du syndicat, leurs semences encore fraîches dans les entrailles de leurs femmes, et souhaitaient à chacun d'eux une forme spécifique de paralysie et d'ulcère. Il y a aussi, je pense aux expressions typiquement odessites. Il y en a une qu'on retrouve pareil, que j'ai retrouvée dans une traduction que j'ai faite récemment, parce que Akhmatova, la poétesse russe, elle était très amie avec Faina Ranievsk, qui était une odessite, et elle adorait les expressions de ce genre. Et il y a une expression qui est typique d'Odessa, que tous les Russes connaissent, qui veut dire Vas dies nistayal. Comment on peut traduire ça, parce que c'est faire la queue, c'est en fait, c'est stayat, ça veut dire rester, se tenir debout, c'est faire la queue. Ça peut être aussi la bouteille est debout sur la table, c'est le verbe comme ça. Et en russe, il y a beaucoup de verbes aussi qui sont au neutre, c'est-à-dire, vous dites, comme on dit il pleut, pour dire la pluie tombe, on dit il pleut. Donc il y a des expressions neutres. Donc il y a l'expression se tenir debout au neutre, et ça veut dire. C'est impossible à traduire. Vous n'étiez pas là. En fait, c'est quand vous êtes dans une queue, vous faites la queue et vous prenez la place de quelqu'un. Vous mettez quelqu'un vous pique votre place et la personne à qui on a piqué sa place, il lui répond vous n'étiez pas là. En fait, la seule manière dont j'ai trouvé un peu drôle de traduire ça en français,
c'était vous figuriez pas là, vous ne figuriez pas là. En fait, c'est vous n'étiez pas debout là, mais c'est une autre expression, c'est intraduisible. Mais c'est extrêmement drôle en russe.